Maintenant, Pascal Robida, vous êtes aux alentours du Palais des Congrès à Montréal où se déroule une manifestation. C'est le Salon du Plan Nord. Parlez-nous un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Écoutez, tôt ce matin, le Réseau de résistance du Québécois a organisé une manifestation qu'ils ont décrite pacifique parce qu'ils voulaient souligner l'arrivée à la marche de femmes Innu à partir de la Côte-Nord jusqu'à Montréal pour contester le Plan Nord qui, finalement, polluerait les terres qui appartiennent aux Autochtones, selon leur dire. C'est une manifestation qui se passait bien au tout début, mais les esprits commencent à s'échauffer. Vous voyez présentement, le SPVM a déployé son escouade anti-émeute autour de la place Riopelle, près du Palais des Congrès, et on en est là présentement. On a séparé les manifestants qui étaient tout près des portes. On les a éloignés et jusqu'ici, bien, il n'y a eu aucun tir de bombe lacrymogène ou encore l'utilisation de poivre de Cayenne, mais on sent vraiment que la tension est palpable présentement. Bien, vous pouvez nous dire combien il y a de personnes environ? Parmi les manifestants? Oui. Difficile de chiffrer le nombre de manifestants. Je vous dirais peut-être environ 500 pour le moment. Ce sont des gens qui ont toutes sortes de bannières, des gens du Réseau de résistance du Québécois, également des étudiants. Je vous dirais qu'il y a un mélange des genres présentement parmi les manifestants qui contestent le Plan Nord. Et les policiers, à la suite des événements d'hier, ont sans doute peut-être ne veulent pas prendre de chance, alors ils ont décidé d'y aller avec des mesures préventives et c'est ce que dénoncent ici présentement les manifestants qui disent avoir organisé une manifestation pacifique et ils interprètent finalement les actions des policiers comme des gestes de provocation. Pascal, le Salon Plan Nord, où se trouvent des exposants, des gens qui sont à la recherche d'emploi, est-ce que le Salon maintient ses activités quand même? Pour le moment, oui. Nous avons pu aller jeter un coup d'œil à l'intérieur et il y a des centaines de travailleurs qui désirent déposer un curriculum vitae pour obtenir un emploi dans le Grand Nord. Et hier, ils n'ont pas pu le faire parce que le salon a été annulé en raison des manifestations qui ont perturbé les activités durant tout l'après-midi. Alors, pour le moment, les gens qui ont pu entrer à l'intérieur peuvent rester, mais toutes les portes du Palais des Congrès sont verrouillées présentement. Les policiers surveillent les accès. Alors, pour les travailleurs qui voulaient entrer à l'intérieur, eh bien, malheureusement, il est trop tard pour eux présentement. Quoique, par contre, ils peuvent peut-être passer par... Il y a une entrée par le métro, alors peut-être qu'il y a cette option-là aussi. Là, le Palais des Congrès est accessible par le métro. Les effectifs policiers sont assez impressionnants à l'extérieur et à l'intérieur du Palais des Congrès. Alors, je vous dirais que tous les accès présentement sont fermés au public et on en est là. Vous voyez que les manifestants scandent des slogans présentement pour... Bon, écoutez, on sent que les esprits s'échauffent. Les policiers et les manifestants se regardent présentement. Il n'y a pas d'action, mais on sent que un rien pourrait finalement provoquer des confrontations. Écoutez, Pascal, si jamais il y a des affrontements, vous nous en tenez informés. Et puis, entre-temps, ce qu'on doit comprendre, c'est que le salon maintient ses activités, mais que c'est pas évident d'y entrer. C'est bien ça? Les accès sont fermés. Les accès sont fermés, mais les gens qui ont pu entrer à l'intérieur peuvent tout de même participer au Salon du Plan Nord. Je vous rappelle que ce sont des gens qui veulent obtenir des emplois grâce au Plan Nord du gouvernement. Très bien. Merci, Pascal Robida. Au revoir. Au revoir. Maintenant, on va joindre à Montréal Pascal Robida, des manifestations et des perturbations un peu plus tôt au centre-ville de Montréal. Pascal, quelle est la situation en ce moment? Vous êtes près du Palais des Congrès où se déroule le Salon Plan Nord. Lorsqu'on s'est parlé il y a 45 minutes, là, il y avait un certain branle-bas de combat. Quelle est la situation en ce moment? La tension était palpable lorsqu'on s'est parlé il y a environ 45 minutes. Nous sommes toujours à la place Riopelle devant l'édifice de la Caisse de placement et de dépôt du Québec. Il y a une période d'accalmie présentement. Je vous dirais que l'action s'est déplacée un peu plus loin avec l'arrivée d'un nouveau groupe. Et ici, bien, les gens ont procédé à des allocutions et tranquillement, les manifestants soit repartent ou encore restent ici. Il y a une intervention présentement sur la rue Saint-Paul. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir les images présentement, mais l'escouade anti-émeute du SPVM tente de bloquer la rue Bleury. Et vous voyez que le groupe qui s'est ajouté se déplace présentement autour du Palais des Congrès. On assiste à une espèce de jeu de chat et de la souris, là, comme on a assisté plusieurs fois au cours des dernières semaines.
Écoutez, j'ai avec moi une étudiante de l'Université de Montréal, Justine Gervais-Chapelot. Vous en pensez quoi de cette situation-là depuis les dernières semaines? C'est tout à fait inacceptable ce qui se passe en ce moment. Je ne peux, s'il y a la violence en ce moment, c'est bien le gouvernement qui l'a provoqué par son refus de discours. Donc, je pense que c'est de juste droit et c'est notre devoir de citoyen à un moment de dire que c'est assez. Donc, voilà, je pense que la tension est à ce point-là, puis il faut que ça continue, il ne faut pas lâcher. Mais quel est le message aujourd'hui? Est-ce qu'on dénonce le plan Nord? Est-ce qu'on dénonce le dégel des frais de scolarité? Quel est le message présentement pour la population? Je pense que c'est un ras-le-bol général. On dénonce à peu près plusieurs mesures. Il y a les Inuits qui sont descendus pour dénoncer le plan Nord. À la base, moi, je suis venue pour aller avec eux. Maintenant, les allocutions sont terminées. Les étudiants sont ici. Les citoyens sont ici pour dire non à ce plan-là, qui est un plan pour une génération seulement. Donc, je pense qu'on est tous là pour dire non, pour faire son devoir citoyen, pour s'opposer, pour dire qu'on a une voix, puis que la démocratie, c'est pas ça, c'est pas un gouvernement qui prend une décision, puis le peuple qui la subit, ça se prend en commune, en société. C'est la communauté qui se doit décider sur des plans aussi importants que ça. Merci beaucoup pour vos propos. Alors, vous voyez, les manifestants ici sont décidés à rester malgré des effectifs très importants de la part du SPVM. L'escouade anti-émeute joue le jeu du chat et de la souris, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un autre groupe de manifestants qui marchent autour du Palais des Congrès. Et il y a aussi des gens d'autres groupes, par exemple, le Réseau de résistance du Québécois, qui étaient les premiers ici à la place Riopelle ce matin pour souligner l'arrivée de femmes Inuits, des femmes qui ont marché de Sept-Îles à Montréal pour dénoncer finalement le plan Nord qui dévasterait, disent-elles, leurs terres ancestrales. Alors, les gens ici ont plusieurs raisons de manifester, comme on peut le voir. Très bien. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de casse. C'est bien ça? Pas encore, et il n'y a pas eu non plus, à ma connaissance, l'usage de bombes pour disperser la foule ou encore de poivre de Cayenne. Donc, on en est là présentement, mais on sent très bien que la tension est palpable présentement. Et rapidement, un mot sur le Salon Plan Nord. Il y a des gens qui se sont présentés à la recherche d'un emploi parce qu'on invitait les gens à se présenter avec leur curriculum vitae. Les activités du... Oui. Est-ce que le salon est fermé? Présentement, le Palais des Congrès, tous les accès du Palais des Congrès sont fermés par les policiers. Heureusement, il y a des gens, plusieurs personnes, des centaines de personnes qui ont pu entrer à l'intérieur avant que les policiers ferment les accès. Ce sont des gens qui ont des curriculum vitae à la main et qui espèrent obtenir un emploi grâce au plan Nord du gouvernement québécois. Alors, ces gens, pour la plupart, étaient là hier, mais en raison des violentes manifestations, n'ont pas pu déposer et rencontrer les compagnies minières parce que l'événement, finalement, a été annulé en raison des actes de violence qui avaient lieu à l'extérieur du Palais des Congrès. Très bien. Et puis, on vous laisse aller vérifier à savoir si le salon sera rouvert de nouveau lorsqu'il y aura accalmie. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. Au revoir. Bonjour, mesdames et messieurs, ici Claudine Bourbonnais. Bienvenue à votre téléjournal du midi. Tout d'abord, pour une deuxième journée, le Salon du Plan Nord à Montréal se déroule sous haute tension. Des centaines de personnes, des étudiants, des Autochtones et aussi des militants indépendantistes manifestent présentement. Les portes du Palais des Congrès ont d'ailleurs été verrouillées. Et Pascal, des affrontements ont lieu en ce moment entre les policiers de l'escouade anti-émeute et des manifestants. On vient tout juste d'assister à une charge de la part des policiers pour tenter de disperser la foule et présentement, voici où nous en sommes. Il y a un cordon de policiers installé devant l'hôtel Intercontinental au centre-ville de Montréal. On sent vraiment, Claudine, que la tension est palpable depuis environ 1 heure. On a tenté de repousser les manifestants des portes d'entrée du Palais des Congrès. Hier, on sait qu'il y a eu du vandalisme, des vitres fracassées. Et aujourd'hui, bien, le SPVM a décidé d'agir avant qu'il ne se passe des actes répréhensibles. Donc aujourd'hui, la manifestation était d'abord organisée par le Réseau de résistance du Québécois. On voulait souligner l'arrivée à la marche de femmes Inuits qui ont marché à la distance de Montréal et Sept-Îles pour venir dénoncer le plan Nord parce qu'elles disent plutôt que les terres de leurs ancêtres vont être saccagées à la suite de la présence des compagnies minières pour les prochaines années. Et d'autres groupes se sont joints par la suite aux manifestants et c'est à ce moment que les esprits se sont échauffés. Bon, Pascal, on dit que les portes du Palais des Congrès ont été verrouillées. Il faut dire que ce salon du Plan Nord permet à des gens d'aller déposer leur curriculum vitae dans le but de décrocher un emploi.
Oui, hier, le salon de l'emploi du salon du Plan Nord a été annulé en raison des actes de violence à l'extérieur. Aujourd'hui, c'était, si l'on peut dire, prise 2. Il y avait des centaines de personnes à l'intérieur qui sont toujours à l'intérieur du Palais des Congrès. Ce sont des gens de tous les âges qui espèrent avoir un emploi dans le nord du Québec. Pour les personnes qui sont arrivées après les manifestations, ce fut trop tard pour ces personnes parce que les policiers ont verrouillé les portes jusqu'à nouvel ordre. Personne n'entre et personne ne sort du Palais des Congrès. Bonjour, merci beaucoup Pascal. Puis on va souhaiter que ça ne dégénère pas comme hier. En tout cas, il y a de la tension, on l'entend. Merci beaucoup Pascal. La tension est dans l'air. Oui. Et justement, au sujet de la manifestation d'hier qui a tourné à la violence, une quinzaine de personnalités québécoises se disent inquiètes de la détérioration du climat social. Elles demandent au gouvernement Charest d'ouvrir au plus tôt un dialogue avec les associations étudiantes. Et parmi les personnalités, Claude Bélan, Jean Cournoyer, Claude Lafortune, le juge à la retraite Robert Burns, ils vont prendre la parole à 14 heures lors d'un point de presse que le réseau de l'information va diffuser en direct. Des manifestants et des policiers en viennent à nouveau à l'affrontement au Salon du Plan Nord à Montréal. Un dernier adieu au légendaire numéro 3 du Canadien de Montréal, Émile Butch-Bouchard. Bonjour, Mesdames, Messieurs. À Montréal, le Salon Plan Nord se déroule sous haute surveillance policière. Une manifestation a lieu devant le Palais des Congrès, dont les portes ont été verrouillées. Pascal Robida, est-ce que la pluie a calmé l'ardeur des manifestants? Oui, on peut le dire ainsi. Les affrontements dont nous avons été témoins tout à l'heure, se sont terminés. Présentement, il y a une période d'accalmie à la place Riopelle, en face du Palais des Congrès. Comme vous le voyez, il y a encore un groupe de manifestants réunis et il n'y a aucun affrontement entre les policiers et les manifestants. Ce sont des gens qui procèdent à des allocutions contre le plan Nord du gouvernement Charest. Parce que vous savez, ici, au Palais des Congrès, il y a présentement le Salon du plan Nord où l'on offre la possibilité à des travailleurs de décrocher un emploi finalement avec les compagnies minières lorsque le plan sera en fonction. Et on a parlé avec quelques travailleurs justement qui s'étaient présentés hier mais qui n'ont pas pu entrer à l'intérieur du Palais des Congrès en raison des actes de violence. Écoutons-les. On dépense de l'argent, nous autres, là, pour venir ici. Là. Je pars de Fermont, là. Tu sais, c'est pas à la porte, ça. Puis là, regarde, un matin, où qu'on est, là. Tu sais, c'est ridicule, des grands bouts. J'y étais ici hier. On a commencé à 11h, puis on a fini, il était à 4h30. Malheureusement, on a été mis en otage. Et l'otage, c'est l'autorité qui est en tête, la police, les dirigeants qui dirigent. Mais il aurait pu au moins nous laisser passer pareil. Donc, les affrontements entre les manifestants et les policiers semblent terminés pour le moment. Mais comme vous le voyez, l'escouade anti-émeute du SPVM n'est pas très loin. Et jusqu'ici, on parle d'une cinquantaine d'arrestations qualifiées de préventives. Il faut dire que tout à l'heure, la tension était palpable, justement, entre les manifestants qui s'étaient réunis ici. Mais la pluie semble effectivement avoir calmé les ardeurs de plusieurs personnes, à tout le moins, ici en face du Palais des Congrès. Très bien, Pascal. Au revoir. Au revoir. Et au lendemain de la manifestation qui a tourné à la violence, une quinzaine de personnalités québécoises se disent inquiètes de la détérioration du climat social. Elles demandent au gouvernement Charest d'ouvrir au plus tôt un dialogue avec les associations étudiantes. Parmi ces personnalités, Claude Bélan, Jean Cournoyer, Claude Lafortune, le juge à la retraite Robert Burns. Ils prendront la parole à 14 heures lors d'une conférence de presse que RDI diffusera en direct. Et puis, une quinzaine de femmes Innu sont arrivées à Montréal après avoir marché 900 km pour manifester leur opposition au plan Nord. Elles ont quitté Maliotenam, près de Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Elles ont marché pendant 19 jours. Elles ont installé une tente devant le Palais des Congrès où se tient le salon sur le plan Nord. Elles vont participer demain à la grande marche du jour pour la Terre. Nous en parlons avec Élise Volant. Élise Volant, bonjour. Bonjour. Et organisatrice de cet événement, Michèle Audette, également présidente de Femmes autochtones du Québec. Bonjour. Bonjour. On dit quoi dans votre langue? Oui. Bien. D'abord, Madame Volant, vous avez marché, donc vous êtes partie le 1er avril, pardon, ça fait donc 18 jours. Qu'est-ce que vous vouliez démontrer? Quel message vous vouliez apporter? Nous autres, au début, ça a commencé avec le blocus sur la 138, puis
dans ce blocus-là, on voulait que la reconnaissance des droits. Puis avec la marche, on prône maintenant la reconnaissance des droits. On veut protéger le Nitassinan, puis on est contre le plan Nord. Bien. Michèle Audette, présidente de Femmes autochtones, vous avez marché, vous également, un bout. En tout cas, vous êtes partie de Québec, c'est ça? Près de Québec, oui. Et pourquoi ce sont les femmes particulièrement qui portent ce message-là? Les femmes, premièrement, elles sont remarquables, elles ont une résilience aussi incroyable, mais une force et une détermination. Et porteuses de cet espoir-là, elles ont amené un message jusqu'à Montréal pour dire à M. Charest non au plan Nord. Alors, c'est de façon naturelle, mais aussi avec une force incroyable pour maintenir la culture, les traditions, la langue et surtout le territoire. Élise Vollant, est-ce que vous dites non à tout développement pour le secteur qui est desservi par le plan Nord du premier ministre Jean Charest? À tout développement? Oui, pour mon cas, oui, c'est vraiment non au plan Nord. Aucun développement. Oui, parce qu'on pense aussi à nos enfants, aux générations futures. Bien, eux autres aussi, ils vont avoir besoin d'un territoire où chasser ou au pêcher. Puis si le plan Nord détruit tout ça, c'est où est-ce qu'ils vont aller? Bon, le plan Nord, ça représente 72 % du territoire québécois. Vos enfants, comme nos enfants, ont besoin de travailler. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de développement économique qui serait possible pour aussi permettre aux gens de travailler, aux gens en région notamment? Bien, pour l'instant, moi, ce que je dois toujours me dire qu'il va falloir quand même qu'on défende la terre. On va avoir besoin quand même un peu plus tard de ce territoire-là. Puis peut-être que maintenant, ce qui arrive, nous autres, on est quand même contre le plan Nord, puis c'est vraiment contre. On ne veut pas de développement. Toute forme de développement. Est-ce que c'est la position aussi de l'Association de la Fédération des femmes autochtones? Femmes autochtones du Québec, au sein de son conseil d'administration, nous avons des femmes qui, pour elles, le plan Nord va les sortir de la pauvreté extrême. Et pour d'autres, nous avons aussi des femmes comme Mme Vollant, pour lesquelles il ne devrait pas du tout avoir de développement. Donc, notre organisation veut s'assurer que les gouvernements, notamment le gouvernement Charest, consultent les Premières Nations, qu'on comprenne que les territoires n'ont jamais été cédés et s'assurer aussi qu'advenant le cas, ce qui est déjà le cas malheureusement dans certaines régions, que des multinationales ou des compagnies minières se sont déjà installées, forestières aussi, de s'assurer que l'aspect humain, l'aspect socio-économique soit pris en considération et de façon solide pour aider les femmes et leurs familles dans les communautés. Est-ce que vous avez sollicité une rencontre avec le premier ministre? Oui, ça a déjà été fait. Des préoccupations ont été amenées. Nous allons avoir à Femmes autochtones du Québec une ressource qui va pouvoir développer un sens critique au niveau du plan Nord, ses effets au niveau du plan Nord. Un exemple, une nouvelle forme de prostitution pourrait arriver, émaner suite à ce va-et-vient-là de masse humaine pour les prochaines années. Alors, parmi ces préoccupations-là, donc oui, on va travailler. Puis M. Charest a été à l'écoute pour les besoins, mais en termes de revendications territoriales, ça... C'est un autre débat. Oui. Écoutez, Michèle Audette, présidente de Femmes autochtones, Élise Vollant, organisatrice de la marche. On pourra vous voir donc demain à cette marche, à cette grande marche Jour de la Terre. Et puis, bon retour aussi. Vous ne retournez pas à pied, là? Non, on retourne après 900 km. Elle cherche des dons pour retourner à la maison. Bien. Pour retourner dans nos familles, auprès de nos enfants. Très bien. Merci, mesdames. Merci. Manifestants et policiers sont de retour aujourd'hui autour du Palais des Congrès de Montréal. La police procède à une cinquantaine d'arrestations préventives au centre-ville de Montréal. La CAQ souhaite confier au privé davantage de soins en santé. Bonjour, Mesdames, Messieurs. À Montréal, le Salon Plan Nord se déroule sous haute surveillance policière. Des centaines de personnes, des étudiants, des Autochtones, mais aussi des militants indépendantistes ont manifesté plus tôt devant le Palais des Congrès. Pascal Robida, cette manifestation vient de se terminer et les arrestations ont été nombreuses. Oui, écoutez, on parle maintenant de près de 80 arrestations. Le SPVM doit nous confirmer ce chiffre au cours de la prochaine heure. C'est beaucoup plus qu'hier, alors qu'on a dénombré 18 arrestations. Et on se souvient que celle d'hier était particulièrement violente. Il reste encore un petit groupe à la place Riopelle et on vient d'apprendre que Amir Kadir de Québec solidaire se serait joint aux quelques
manifestants, les derniers qui restent ici sur place, et il y aurait des échanges verbaux avec les policiers présentement. Bref, cette manifestation était la deuxième en 2 jours ici au Palais des Congrès à la suite du Salon du Plan Nord. Et je vous rappelle qu'à l'intérieur, des gens, des centaines de personnes se sont présentées pour avoir un emploi auprès des compagnies minières. Ce matin, ils étaient des centaines à faire la file parce qu'hier, l'événement a été annulé. Pascal, on va devoir se laisser là-dessus parce qu'il y a une conférence de presse assez particulière, en tout cas exceptionnelle, qu'on doit vous présenter. Donc, ces quinzaines de personnalités québécoises de différents horizons politiques et culturels qui se disent inquiètes de la détérioration du climat social en marge du conflit étudiant. Parmi elles, Claude Bélan, ex-président du Mouvement Desjardins, Jean Cournoyer, le juge à la retraite Robert Burns, le docteur Alain Vadeboncoeur et aussi M. Larose, ancien président de la CSN. Alors, on va les écouter. C'est bon, quand vous voulez. Alors, sont présents ici M. Robert Burns, ancien ministre et juge au travail, Benoît Fortin, le provincial des Capucins, Bernard Hébon, cinéaste, Alain Vadeboncoeur, médecin. À ma droite, Jean-Pierre Proulx, ancien président du Conseil supérieur de l'éducation, et Jacques Lheureux, comédien et président de la Caisse de la culture. Devant les événements dramatiques d'hier, nous nous sommes téléphoné, on a fait le point et nous avons estimé qu'il était important de lancer un message pressant pour le dénouement de la crise. Et rapidement, nous nous sommes retrouvés une vingtaine de personnes et avons convenu d'une position commune que Robert Burns va vous lire sur le champ. Alors, nous sommes, comme citoyens et comme citoyennes et citoyens du Québec, profondément inquiets de la grave crise qui secoue actuellement l'ensemble de la société. Nous ne pouvons permettre de voir la situation se dégrader davantage. C'est pourquoi, convaincus de l'urgence d'agir, nous intervenons publiquement aujourd'hui, le 21 avril 2012. Nous sommes d'horizons divers. Sur d'autres questions, nos points de vue divergent, mais nous sommes clairement en accord sur cet enjeu fondamental. Cette crise autour des droits de scolarité a assez duré. Ayant causé de sérieux dommages au tissu social, elle menace des valeurs qui nous sont chères et que nous avons mis beaucoup de temps et d'énergie dans nos occupations respectives à incarner dans le réel. Depuis la Révolution tranquille, le Québec a traversé d'autres graves crises. Les événements d'octobre, l'emprisonnement des chefs syndicaux en 1972, la crise d'Oka en 1990, sans compter les 2 référendums qui ont aussi soulevé les passions de part et d'autre. Mais jamais dans ces moments dramatiques, le gouvernement du Québec, l'État québécois, n'a-t-il opposé une aussi incompréhensible fin de non-recevoir aux groupes s'opposant à ses volontés. Au plus haut niveau de l'État québécois, la porte avait toujours fini par s'ouvrir, toujours, mais pas cette fois-ci. Il est maintenant plus que temps d'ouvrir la porte. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui cet appel solennel, mais fraternel, à toutes les parties engagées afin de trouver une voie de sortie dans ce qui est de plus en plus un cul-de-sac politique et social. Cette génération d'étudiantes et d'étudiants engagés dans une lutte inspirée par des idéaux que nous partageons risque de perdre bientôt ce qui est le plus important. L'espoir et la confiance envers la société et ses mécanismes démocratiques, acquis de haute lutte depuis des générations, ouvrant la voie à des parasites qui ne peuvent qu'exacerber les tensions et nous éloigner d'une résolution de la crise. Alors aujourd'hui, nous lançons un appel solennel aux partis en cause. Nous demandons au gouvernement du Québec de rencontrer ensemble et sans délai les 3 associations étudiantes. Nous demandons au gouvernement du Québec de suspendre l'application des mesures prévues dans le budget 2011 qui prévoit une hausse de 75 % des droits de scolarité pour les 5 prochaines années.
Nous demandons au gouvernement du Québec de mettre en place les mécanismes nécessaires pour qu'un large débat sur l'importance de l'éducation dans notre société et son financement prenne place, traçant ainsi la voie à une solution durable et partagée. Enfin, nous demandons aux associations étudiantes qu'après une réponse positive du gouvernement québécois, de mettre un terme à leur grève, de s'engager avec ouverture et espoir dans cette démarche et d'y contribuer avec toute la force de conviction dont ils ont su jusqu'ici faire preuve. Vous me permettrez maintenant de vous donner la liste des personnes qui ont signé. Toutes ne sont pas ici parce que la chose s'est faite en moins de 24 heures. Alors, Claude Bélan, ex-président du Mouvement Desjardins, Sœur Yvonne Bergeron, théologienne à l'Université de Sherbrooke, Robert Burns, juge à la retraite, Dominique Champagne, metteur en scène, Jean Cournoyer, ex-ministre libéral, Bernard Raymond, réalisateur, Benoît Fortin, provincial des Pères Capucins de l'Est du Canada, Claude Lafortune, artiste, Gérald Larose, professeur à l'UQAM, Jacques Languirand, animateur, Jacques Lheureux, comédien et président de la Caisse de la Culture, Luc Picard, réalisateur et comédien, Jean-Pierre Proulx, ex-président du Conseil supérieur de l'éducation, Guy Rocher, professeur à l'Université de Montréal, Céline Saint-Pierre, ex-présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Alain Vadeboncoeur, médecin et animateur de télévision, Louise Vandelac, professeur à l'UQAM, et Florent Villeneuve, théologien à l'Université de Chicoutimi. Merci. On peut vous poser des questions? Oui. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé hier. Il y a eu beaucoup de violence et puis il y a une réponse un petit peu à la blague lancée par notre premier ministre. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est une manœuvre de diversion. Je pense qu'il faut se ramener au litige, à la question principale. Il faut trouver un règlement rapide. Ça a trop duré. Le tissu social est mis à mal et surtout, il y aura des coûts importants pour notre propre jeunesse. Donc, il ne faut pas se laisser divertir. Il faut se ramener au sujet principal, qui est la question des droits de scolarité. Monsieur Larose, vous appelez le gouvernement à négocier avec les 3 associations étudiantes, dont la classe qui refuse toujours de condamner les récents mouvements de violence. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre justement à ça? Ça aussi, ça fait partie des manœuvres de diversion. Le sujet principal, c'est les droits de scolarité. Je pense que le gouvernement s'amuse à essayer de diviser et d'envoyer le sujet sur un autre terrain. Qu'on aille sur la question principale, et la meilleure façon, c'est de régler à une table de négociation. Votre 4e demande laisse sous-entendre que s'il y avait ne serait-ce qu'un début de négociation avec le gouvernement, que les associations étudiantes ne devraient plus faire la grève. C'est bien cela? Oui. Nous, on pense que le gouvernement devrait suspendre sa proposition, créer un forum pour faire le débat, et les étudiants revenir dans les institutions étudier. Donc, avant même qu'il y ait entente. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Pour une deuxième journée, le Salon Plan Nord à Montréal s'est déroulé sous haute surveillance policière au Palais des Congrès. Des centaines de personnes issues de groupes d'étudiants, autochtones et indépendantistes ont manifesté aujourd'hui devant l'immeuble. Des policiers de l'escouade anti-émeute sont intervenus. Environ 80 personnes ont été arrêtées. C'est beaucoup plus que lors de l'émeute d'hier. 18 arrestations avaient été effectuées. Et parmi les manifestants aujourd'hui, Amir Kadir, député de Québec solidaire, qui a longuement échangé avec les policiers. À l'intérieur du Palais des Congrès, les activités du Salon Plan Nord ont eu lieu comme prévu. Les portes ont toutefois été verrouillées pour empêcher les manifestants d'y entrer. Mais l'ampleur que prend la crise inquiète une quinzaine de personnalités de la société civile de différents horizons politiques qui pressent le gouvernement Charest de trouver une solution à cette impasse. Et parmi eux, Jean-Pierre Proulx, journaliste et professeur retraité de l'Université de Montréal. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, madame. D'abord, une quinzaine de personnalités. Quand on dit vraiment de différents horizons politiques, c'est pas tous les jours qu'on vous voit tous ces gens-là assis à la même table. On pense à Jean Cournoyer, Gérald Larose, ancien président de la CSN. On a aussi Robert Burns, juge à la retraite. Dites, quel message voulez-vous transmettre au premier ministre Jean Charest? D'abord, premier message, au plan de la situation, c'est intenable. Cela ne peut pas durer davantage. Donc, il y a urgence d'agir. En fait, on a 3 demandes à faire au gouvernement du Québec. La première, c'est de suspendre, le mot est important ici, suspendre l'application des mesures concernant la hausse des droits de scolarité. Ce terme a été choisi avec précaution, suspendre. Deuxièmement, on demande au gouvernement de mettre en place les mécanismes pour faire le débat sur le fond. On demande en fait
troisièmement, aux étudiants, pas aux étudiants, aux ministres, et de rencontrer ensemble les trois associations. Ça, c'est les trois demandes au gouvernement. Et la quatrième demande, c'est aux associations étudiantes, dans la mesure où le gouvernement accepterait notre demande de suspendre les mesures, de mettre fin à la grève et de s'asseoir au gouvernement et de participer au débat large que nous demandons au gouvernement d'entamer parce que c'est, pensons-nous, sa responsabilité première de faire, à titre de responsable du bien commun, de faire avancer ce débat. Quand on regarde cette liste-là, bon, il y a 15 personnes. Oui. Si on se rend sur le site Internet de Radio-Canada, on peut voir la liste de ces gens-là. Bon. Quand on regarde la liste de ces gens-là, des gens quand même illustres dans la société québécoise, des gens, des penseurs, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes décidé, vous vous dites, écoutez, c'est intenable, c'est pas tous les jours qu'on vous voit intervenir? Eh bien, parce que je suis un citoyen qui réfléchit, qui suit ce débat depuis un bon moment. J'ai même des membres de ma famille qui sont dans cette tourmente comme professeur. Et je pense que comme citoyen, si on a un appel à s'investir, à s'engager dans le débat social et à chercher une solution, il faut répondre positivement. Et j'ai reçu un appel de M. Larose, qui a été le coordonnateur de ce groupe des 15. Et je me suis dit, oui, il faut s'engager et participer à ce débat-là pour aider à trouver une solution. Et qu'est-ce qui vous inquiète dans la tournure des événements? Eh bien, d'une part, le cul-de-sac dans lequel nous sommes. On a connu des crises au Québec importantes autour, par exemple, des mesures de guerre, autour des référendums. On a connu mais chaque fois, le gouvernement a accepté de s'asseoir et de trouver des solutions. Là, ce qui est particulièrement typique de la situation, c'est que le gouvernement refuse de continuer, d'entamer un débat, si ce n'est sur des éléments relativement accessoires, comme par exemple discuter de la gestion des universités. Chacun sait que le débat premier n'est pas celui-là. Alors donc, il est important de continuer de faire des démarches pour briser cette impasse, et c'est à ça que ce groupe, comme d'autres citoyens d'ailleurs dans la société québécoise, on l'ont fait, de chercher à trouver des solutions parce que ce cul-de-sac, on le voit bien, nous a mené vers une violence qui s'accroît. Encore aujourd'hui, vous venez d'en parler il y a 5 minutes, cette violence continue. C'est sûr que la société ne peut pas être fondée sur la violence et on risque de poursuivre sur cette voie-là. Jean-Pierre Proulx, lorsque, par exemple, le président de l'association étudiante La Classe refuse de condamner la violence, qu'il dit « nous devons aller en Assemblée générale pour décider si on condamne », quelle est votre position là-dessus? Ma position personnelle, c'est qu'il devrait condamner cette violence-là parce qu'à mon avis, on n'a pas besoin de faire une Assemblée générale parce que c'est une question d'éthique et c'est une question morale. Chaque citoyen sait que la violence en soi est condamnable. Alors, mais ce n'est pas la question principale qui est dans la justice. À la limite, c'est une manœuvre de diversion. Et dans les débats sociaux qu'on a connus, il y a toujours eu, en quelque sorte, des cul-de-sac, mais qui sont parfois des cul-de-sac secondaires. Jean-Pierre Proulx, sur le fond, sur le financement des universités, vous dites bien qu'il faut suspendre la mesure qui est de endosser les droits de scolarité. Ce que vous voulez dire, c'est que vous estimez que peut-être qu'il va falloir songer, qu'on ne peut pas penser à la gratuité. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? On doit s'attendre à ce que les étudiants paient davantage? Sur cette question, sur le fond, nous ne nous prononçons pas, ni moi non plus, pour l'heure. Mais vous dites bien suspendre. Oui, suspendre, parce que c'est nécessaire à la poursuite du débat. Écoutez, il y a 40 ans, le rapport Parent avait proposé la gratuité scolaire. Du reste, je le rappelle, on l'a fait jusqu'au niveau collégial. Au niveau collégial, c'est gratuit. Avons-nous les moyens comme société, compte tenu des besoins? Avons-nous les moyens? C'est une question précisément dont il faut débattre. Personnellement, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. D'un point de vue économique? Non, parce que la question se pose du point de vue d'une philosophie sociale. Des sociétés ont déjà fait ce choix. La France, par exemple, des pays norvégiens. D'autres pensent que les citoyens doivent contribuer. Moi, je n'ai pas la réponse personnelle à cette question-là, mais elle se pose et nous l'avons déjà posée. Et du reste, je ferai remarquer que le Québec a souscrit au Pacte international des droits économiques et sociaux, un pacte des Nations unies en 1976, dans lequel on dit qu'il faut préserver l'accessibilité à l'université, notamment par la gratuité scolaire.
C'est ce qu'on a fait jusqu'à ce jour, implicitement. Est-ce que très rapidement, vous avez communiqué avec le bureau du premier ministre? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas que je sache. En tout cas, moi, j'ai pas entendu. Mais vous êtes signataire de cette lettre, de cette invitation. Exactement. Très bien. Jean-Pierre Proulx, merci d'être passé dans nos studios cet après-midi. Plaisir. J'accueille maintenant Martine Desjardins, présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec. Madame Desjardins, comment vous accueillez cet appel qui a été lancé par ce collectif? On trouve ça très intéressant, en fait, de voir là, justement qu'il y avait des gens qui ont du recul sur la situation, se prononcent, proposent finalement une forme de médiation. C'est quand même intéressant de voir là, qu'ils essaient de dénouer l'impasse parce qu'on l'a vu au cours de la semaine. Il y a eu quand même montée de la pression de part et d'autre. Et donc, on a l'impression, en fait, que chacun est dans son coin, qu'on n'arrivera pas à s'asseoir à une table et de voir qu'il y a plusieurs suggestions qui sont mises de l'avant. Ça vaut la peine de les regarder, ça vaut la peine de les considérer et on espère que ça risque d'ouvrir plus grand là, finalement la table que la ministre a mise la semaine dernière où là on ajoute plusieurs conditions et donc on se dit si on enlève toutes ces conditions-là et qu'on prend vraiment la peine de se parler, probablement qu'on va dénouer l'impasse. Donc c'est très intéressant de le voir. La ministre Beauchamp a posé comme l'une des conditions, vous faites partie des invités, mais la classe doit absolument, l'autre association étudiante, on l'appelle à dénoncer la violence. Ils ont une rencontre demain, ils doivent se prononcer demain. Est-ce que ça ne tarde pas un peu trop? Est-ce que ça ne retarde pas trop indûment? Tout à l'heure, Jean-Pierre Proulx, l'un des signataires de cette lettre-là, de cette invitation-là, disait, écoutez, il faut condamner sans réserve. Dans toute société, il faut condamner, si je résume bien, il faut condamner sans réserve toute forme de violence. Est-ce que ça ne ralentit pas, finalement, toute cette démarche-là? Parce qu'en attendant, les cours ne se donnent pas. Oui, tout à fait. Mais en fait, on va voir demain ce qui va se faire. Moi, j'ai bon espoir, en fait, que la classe va trouver un moyen, bien à eux, en fait, de répondre aux conditions de la ministre. Et j'ai bon espoir que, justement, on puisse s'asseoir la semaine prochaine déjà à une table. Encore, faut-il voir, cette semaine, j'ai l'impression, en fait, on s'est tourné vers un débat de sémantique, à savoir, est-ce que dénoncer, c'est suffisant? Est-ce que condamner, c'est suffisant? Est-ce que désapprouver, c'est suffisant? Et malheureusement, on était très loin d'une résolution de conflit sur le dossier actuel qui est les droits de scolarité. Et on le dit depuis le début, on ne peut pas faire fi du nœud du problème. Et dans toute discussion, si on veut régler, si on veut trouver une solution, on doit parler des droits de scolarité. Donc, de voir que la sortie aujourd'hui disait, bien, écoutez, ça va peut-être prendre plus de temps régler ce conflit-là, étant donné le nombre de semaines qu'on a eu de grève, le nombre de revendications qu'il y a. Prenons le temps de bien faire les choses, c'est ce qu'on dit depuis le début. Donc, c'est franchement très intéressant. On l'accueille quand même avec beaucoup d'optimisme. Puis on va voir, là, évidemment, avec nos collègues de la classe demain, là, comment ça va se produire. Mais je pense qu'on peut rester optimiste de voir que rapidement, les étudiants vont pouvoir s'asseoir tout le monde ensemble à une table avec la ministre de l'Éducation. Si demain, par exemple, la classe décide de dire, bien, écoutez, nous condamnons la violence, ça semble ouvrir une porte. Qu'est-ce que ce serait une suite rapide des choses? Là? Parce que là, il faut que ça bouge. Là. Ça presse. Comme vous dites, là, ça presse et il faut trouver une solution. Il faut, évidemment, là, tous les étudiants ne sont pas dans la rue de Gaîté de cœur et ils veulent retourner en classe et c'est normal. Mais en même temps, ils se disent, bon, ça a fonctionné, mettre la pression à l'extérieur, de faire la grève fonctionne, on ouvre des tables, on ouvre une table de discussion. Il reste quand même que très prochainement, donc suite à la sortie de la classe demain, nous, on va continuer d'être en lien avec le cabinet de la ministre de l'Éducation, s'assurer que tout le monde puisse s'asseoir à une table, discuter du dossier des droits de scolarité et en arriver à une solution sur ce dossier-là, parce qu'on trouve là, justement que là, ça a assez duré. Il faut se mettre de l'avant, trouver des façons de résoudre le conflit. Est-ce que vous faites pression auprès des gens de la classe? Parce que finalement, on attend après eux. Tout le monde attend après eux. Mais je pense que cette semaine, en fait, on a essayé de part et d'autre de jouer, et je vous avoue que la position était très inconfortable, au médiateur entre le cabinet de la ministre et la classe, c'est-à-dire que chacun fasse un pas. On a l'impression, en fait, que, bon, on y arrivait presque, mais on va laisser la chance, justement, aux associations de la classe de se prononcer demain, mais ce n'est pas à moi de mettre de la pression sur eux. Je pense qu'ils sont capables, justement, selon les instances, de prendre les décisions qui s'imposent. De notre côté, nous, on continue d'espérer, en fait, qu'ils s'assoient rapidement à la table avec nous. Et dans le fond, c'est une exigence, d'ailleurs, que nous avons au niveau de la FEUC, d'avoir toutes les associations présentes. Bon, si toutefois, il y avait rejet, quelle sera votre position? Ça m'étonnerait fort qu'il y ait rejet demain. Au cas où, parce qu'il faut y penser. S'il y a rejet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent, là, s'il y a rejet, des gens de la classe, qu'est-ce que vous faites? Vous allez de l'avant ou vous attendez encore? Bien, nous, on continue là, justement d'ouvrir les portes du côté du cabinet de la ministre. Je pense qu'il y a possibilité d'asseoir tout le monde et je suis positive. Demain, il va y avoir là, une sortie de la classe qui va aller dans le sens de répondre aux conditions de la ministre, mais tout en respectant aussi les positions de la classe. Donc, je suis certaine qu'on est capable de trouver un compromis. Évidemment, ça a pris beaucoup de temps, mais je suis certaine qu'on va y arriver dès la semaine prochaine. Très bien. Alors, c'est ce qu'on va souhaiter, Mme Desjardins. Oui. Merci beaucoup. Merci Martine Desjardins, présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec. Merci. Merci.
Bonsoir. Eh bien, pour une deuxième journée, le Salon du Plan Nord s'est déroulé sous haute tension au centre-ville de Montréal, mais rien de comparable avec les émeutes d'hier. Visiblement, la pluie et une vague d'arrestations préventives aujourd'hui par les policiers ont refroidi l'ardeur des manifestants. On sent que, de part et d'autre, on a tiré des leçons des dérapages d'hier, Louis-Philippe. En effet, une journée beaucoup plus calme aux abords du Palais des Congrès de Montréal, où les manifestants ont été moins bruyants et même certains travailleurs ont pu postuler pour un emploi au Salon du Plan Nord. Voilà, et aujourd'hui, les événements de la veille ont poussé certaines personnalités à signer une déclaration pour demander au premier ministre d'agir. Voici le récit de la journée. En ce lendemain de la veille, ils étaient quelques centaines seulement à manifester devant le Palais des Congrès où a lieu le Salon du Plan Nord. C'est ça le Plan Nord! C'est des pinottes! C'est ça qui nous reste ici! Mais d'autres pensaient avoir beaucoup à gagner lors de ce salon. Des travailleurs faisaient la file pour se trouver un emploi dans le Grand Nord. C'est des bons travails, puis c'est sûr qu'il y a des bons salaires, des bons avantages. Mais... Moi, je m'en viens chercher du travail au niveau de la bureautique. Donc, nouveau défi, nouvelle expérience. Le salaire est très intéressant aussi. Moi, c'est pour ça que je suis prêt à partir quelques années. Là, Si tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Palais des Congrès, il n'y a pas eu de débordement, c'est peut-être parce que rapidement, les policiers ont procédé à près de 90 arrestations pour attroupement illégal. Parmi les manifestants, plusieurs lançaient un appel au gouvernement. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune honte à reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on s'assoit. Alors que le climat social se détériore, des personnalités ont lancé un appel urgent au dialogue entre le gouvernement et les étudiants. Une vingtaine de personnes ont signé une déclaration incluant 4 demandes, dont la suspension de la hausse des droits de scolarité. Là, on a l'impression qu'on est devant un vacuum qui est très dangereux. Parce que c'est l'ensemble de la construction qui peut rapidement se déconstruire. Vous ne trouvez pas que ça dure et ça perdure et que ça fait dur? Même l'ancien ministre du Travail sous Robert Bourassa demande à Jean Charest d'agir. Le père de la famille au Québec actuellement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a été choisi par la population, il s'appelle Charest. Je dis, M. Charest, prenez soin de vos enfants. Après une journée relativement calme, plusieurs surveilleront de près les manifestations prévues pour demain, jour de la Terre.